La radio Principe Actif accueille le 2-7 pour un podcast travaillé et produit en commun. Bonjour Manu. Bonjour. Et bonjour Monsieur Dumora. Bonjour. Avant toute chose, Monsieur Dumora, s'il vous plaît, j'ai besoin, et avec tout le respect que vous méritez, de savoir votre âge, où vous résidez, votre taille en centimètres, et s'il vous plaît, le souvenir de votre première licence, quelle que soit la discipline, même si j'ai ma petite idée sur le sujet, et en quelle année ? Alors on recommence, je suis né en 47, je vais avoir 78 ans. J'ai fait ma première licence à la Madeleine en 62. J'avais 15 ans, en septembre 62. Et c'était la première équipe de la cadet de l'ALM Basket. De l'ASM Basket. Tu mesurais combien à l'époque? Parce que là, tu t'es un peu tassé. Je suis peut-être un peu tassé, mais je fais 1m80. Merci. Tu es rentré en 62 à la LSM. Comment on entre en religion? Parce que tu y es encore. Tu es encore bénévole. Tu as commencé comme joueur. On avancera un peu dans ce périple, mais c'est un ordre quasiment pour toi. Non, c'est devenu un ordre au départ de Jean-Pierre Vidal. C'était en 75. Ouais, 75. Avant, j'étais un joueur comme les autres. Et puis, j'étais parti travailler à Paris. Et je commençais à m'éloigner de la Madeleine quand M. Vidal est parti et qu'un après-midi, tous les gens de la Madeleine se sont réunis pour dire comment on remplace Vidal. Et Vidal qui était entraîneur, un peu trésorier, un peu président, un peu tout. Ah, l'homme à tout faire. Donc ça s'appelle pas la LM à l'époque? Ah non, Vidal avait des particularités. C'était Plaisance qui était allé le chercher pour créer un club de basket à Jean Moulin. Bon, il l'avait baptisé ASM, sauf que Plaisance était très attaché à l'amicale laïque de la Madeleine-Évreux. Alors pendant des années, on a joué avec des maillots ASM, des maillots qui étaient violets. Violet et blanc, ouais. Violet et blanc, jusqu'au jour où Plaisance en a eu ras-le-bol et lui a dit Jean-Pierre, t'es à l'ALM, alors maintenant tu vas t'appeler ALM et tu joueras en bleu et en rouge. Voilà. Donc tu deviens assez vite entraîneur? Je deviens entraîneur justement en 75, quand Vidal part, dans cette réunion à Jean Moulin, que tu connais. Qui c'est qui va faire quoi? Qui c'est qui va faire trésorier? Qui c'est qui va faire président, hein? Et puis, qui c'est qui va coacher l'année prochaine? Alors il y a Francis Le Vilain qui fait c'est Jean-Louis qui va coacher. Voilà, c'est comme ça qu'en 75, je suis devenu coach et je suis resté coach 4 ans ou 5 ans. Voilà. Le basket dans les années 65 à Évreux, c'est quoi? On joue dans une salle, on joue dehors, on joue comment? À Évreux, on est moderne à Évreux. On joue dans une salle. Dans les années 60, on joue dans une salle à Évreux. Mais quand on n'est pas à Évreux, on joue dehors. Et je me souviens être allé jouer sur le tas de terrains de Normandie où c'était pas rigolo de jouer l'hiver, et notamment sur les terrains en mâche-fer, où quand on se ramassait, on n'avait plus qu'à prendre une pince à épiler en rentrant à la maison et enlever tout ce qu'on avait dans les genoux. Mais à Évreux, c'était des salles. Donc les terrains dehors, planches en bois... terrain dehors, planche en bois. Un de mes premiers déplacements, c'était à Vernon. C'était un jour il neigeait. C'était l'abbé Pitette qui entraînait l'équipe du SPN Vernon. Et comme il avait neigé, il fallait prendre le balai. Et c'était l'abbé Pitette qui était toujours en sandalettes. C'était un abbé qui n'avait pas de chaussures, il avait des sandalettes. Et dans la neige, il poussait la neige et hop, on démarrait comme ça. Voilà, ça c'était le début. Mais ça ne nous empêchait pas de bien jouer, hein, parce que tout aussi primaire qu'on était, moi je me souviens, 2 ans après on a été champion de l'heure dès la première année, et depuis on est toujours champion de l'heure, mais l'année d'après, Vidal a été très fier de nous, parce qu'on est allé battre le PUC à Paris, en 8e de finale à la Coupe de France. Alors là, c'était Vidal, on battait son équipe préférée. Puis après, on était allé, c'était moins glorieux. En quart de finale à la Coupe de France, on s'était fait torcher à Nantes, mais de façon sévère.
L'ALM, c'est avant tout un quartier, le quartier de la Madeleine, et ce sont les gamins autour, rue Marie-d'Or, les Dominicaines, tout ça, qui viennent jouer. C'est simple. Je me souviens, mon père, qui faisait un peu tout aussi avec Vidal, et tenait une petite petit journal qui se distribuait, sur lequel on mettait de la publicité, les commerçants de la rue Jean Moulin apportaient leur obol comme ça. Et quand l'équipe de Philippe Le Vilain a été, Sylvain Grandca, etc., a été championne de France en 73, oui, en 73, mon père avait fait un article de fond et où il disait que tous ces champions de France venaient dans un rayon de 500 mètres autour du gymnase. C'était donc les Dominicaines, le parc Guillard, voilà, c'était ça qui approvisionnait une équipe championne de France à l'époque. Alors ça veut dire que quand vous parliez de cadet, et vous, la première inscription, premier rôle d'entraîneur, et cette génération dorée, de M. Grandca et Le Vilain, ce sont des cadets à l'époque qui sont champions de France. Ouais, c'est avec cette tranche d'âge. Hein. Oui, cette tranche d'âge, ces cadets-là deviennent champions de France en 73. Et il y a déjà une section pro ou on est comment Le professionnalisme, non. Le professionnalisme est quelque chose qui apparaît en France de façon très progressive. Très, très, très progressive. Moi, quand je deviens président en 81, je signe des contrats à des joueurs. Si vous regardez, j'en ai gardé un de ces contrats-là. C'est une feuille de papier 21-27 sur lequel on est... C'était ça le professionnalisme. Non, le professionnalisme véritable apparaît en France, je dirais, moi, à la fin des années 80. À la fin des années 80, là, il commence à y avoir du professionnalisme. Mais ça s'explique, hein. Il n'y avait pas de professionnels en France et les résultats de l'équipe de France étaient à la hauteur du professionnalisme du basket français. Il y a eu plusieurs révolutions, tu as assisté à plusieurs révolutions. On va parler d'une révolution qui est incroyable, c'est qu'à Évreux ont débarqué, je pense, 2 joueurs marquants. Il y en a un qui est mort il n'y a pas très longtemps, Bob Tett, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas ce joueur. C'est un bonhomme qui marquait 39 points de moyenne, 100 lignes à 3 points. Bon, il donnait pas beaucoup la balle. Et puis Léon Clark, ces 2 joueurs-là, comment avez-vous réussi à mettre la main sur 2 joueurs qui ont un peu révolutionné ce qui s'est passé à Évreux? C'est Jean-Pierre Vidal qui faisait grandir le club, etc., puisque quand Jean-Pierre est parti, on était monté au 2e niveau de la hiérarchie nationale. De la hiérarchie nationale. Alors, quand on est monté en... Je sais plus. Léon, je sais plus. Quand est-ce qu'il est arrivé, Léon? Dans les années 70, début des années 70. Alors, comment il a dégoté Léon? Il a dégoté Léon parce que Léon était en Belgique, au Buslier. C'était un club flamand. Et Léon était sur le carreau, parce que comme il s'était fait opérer des genoux à l'été, c'était ça le professionnalisme à l'époque, son président lui avait dit... non, je te reprends après l'opération, mais après l'opération, le président l'a pas repris. Et Léon, il était sur le carreau en Belgique. Alors, par des relations, Léon est arrivé comme ça, en mois de septembre, à Évreux. On parle d'un joueur drafté par les Celtics? Alors, quand même. Il n'a pas été drafté. Ah, je croyais. Non, il n'a pas été drafté, Léon. Léon, c'était une époque aussi où aux États-Unis, c'était pas pareil. Hein, ça ressemblait en rien. Léon, qui était sans doute un très bon joueur de basket à l'époque, avait une proposition de Red Auerbach. Red Auerbach, c'était le propriétaire. Le GM des Celtics, qui était une légende, et qui lui avait proposé un contrat, je vous dis, je crois que c'était $60 000. Un contrat à $60 000. Alors, voyez-vous, on est loin des millions de dollars qui traînent maintenant. Ouais, mais $60 000 à l'époque, c'est du lourd. C'est de la somme. Hein. Ça fait une somme de peut-être vous doublez ou vous triplez. Ouais. Mais vous êtes loin des millions de dollars etc. Tu lui as donné ça, toi, Héros? Non, bien sûr que non. Et Léon, il n'avait pas voulu accepter ça. Alors, Léon aurait-il pu faire une carrière en NBA à l'époque? Il était noir.
Et les États-Unis, ils étaient encore un petit peu racistes. Ah. Et les Celtics étaient encore plus racistes que les autres, parce que c'était l'époque où il y avait d'un côté les Lakers à Los Angeles, ils étaient tous noirs, et il y avait les Celtics, ils étaient tous blancs. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi Red Auerbach avait-il fait une proposition à un joueur noir qui n'était pas terrible, 60 000 $, vous avouerez que ce n'est pas le top du top, mystère et boule de gomme. Et un mec comme Bob Tate, il arrive comment? Oh, Bob Tate, c'était parce que c'était un oiseau qui jouait à Nilvange. Alors Nilvange, je ne savais même plus où c'était dans l'Est. Dans l'Est, là-bas, dans les vallées sidérurgiques de la Lorraine. Et il faisait des cartons mirobolants. Alors à Nilvange, ils en avaient eu ras-le-bol de ces cartons mirobolants parce qu'il ne suffit pas de marquer des points, mais il faut aussi gagner. Et alors Vidal l'avait pris. C'était un obsédé du shoot. Vraiment un obsédé du shoot. Et il est resté une saison, quoi. Il a fini sa carrière aux Clippers. Il était dans la valise de Jason Kidd lorsqu'il était coach. Et il a coaché au niveau du shoot LeBron James, Kobe Bryant, le dunker fou des Clippers là, qui a fini avec les genoux cassés. Là. Alors, Black Griffin. Voilà. D'accord. Voilà. Petite carrière ensuite. Ouais, incroyable. Mais il faisait que du shoot. Ah, il shootait. Hein. Autre révolution. Tu as eu la chance d'aller à New York au début des années 70 ? Bah oui, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en 73, donc en décembre 74 sans doute, je suis allé voir les basketteurs aux États-Unis parce que personne ne savait ce que c'était, on en entendait parler mais on ne savait pas. Donc je suis descendu à New York en décembre 74. Voilà. Les Knicks venaient juste d'être champions NBA. Alors c'était cher, c'était comment? Raconte-nous un peu cette époque. Tu veux savoir quoi? Alors j'arrive là-bas, je descends de l'avion, puis je me dis tiens, qu'est-ce que je peux faire ce soir? Ah il y a les Knicks qui jouent au Garden. Ah bon, je vais aller voir les Knicks au Garden. Et à l'époque, j'étais arrivé au Garden. Bonjour, vous avez une place? Oui. J'avais payé 8 $, je sais pas, une somme ridicule. Dérisoire. Dérisoire. Et j'étais assis juste derrière les paniers. Et la salle était aux 3/4 vide. Aux 3/4 vide. C'était ça le professionnalisme aussi à l'époque. Et j'étais après le même voyage, j'étais parti à Los Angeles. Et c'était la même chose. J'étais allé voir les Lakers à Los Angeles, c'était la même chose. Je pense que le baseball était nettement supérieur dans les cœurs des Américains à l'époque. C'était l'époque où le basket, même aux États-Unis, n'était pas... Donc t'as vu jouer Chamberlain alors, les Lakers? Ah non. Non. Ah non. Je suis vieux, mais okay, pas à ce point. Je pose la question. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport, toi, pour être gamin à 15 ans, et qu'est-ce qui t'a intéressé et qu'est-ce qui t'intéresse toujours parce que tu vas toujours dans les salles? Question de fond. Alors, question de fond, pourquoi est-ce qu'on joue quand on est gamin? On joue quand on est gamin parce que moi, j'ai une guibole de bousillé. Alors, c'est simple, j'aurais bien joué au rugby, mais pendant 3-4 ans, j'avais même pas le droit de faire de sport au lycée. Ah, bon. Et puis mon père aidant, etc., les toubibs ont fini par dire cet enfant quand même, il faudrait qu'il fasse du... Alors je suis allé jouer au basket parce que le toubib il savait même pas ce que c'était que le basket. Donc je me souviens, il avait dit ouais, ma mère voulait pas que je fasse quelque chose, mais mon père voulait que je fasse du sport. Le basket, c'est fait pour les filles. Allez, zou. C'est comme ça que j'ai démarré au basket. Et à Évreux, il y avait un prof de gym au lycée qui s'appelait Bach, et qui était dans la première équipe de basket qu'avait formé Vidal en 61. Et c'est lui qui nous a amené l'équipe de cadets de la première ASM. Il y avait 3-4 joueurs du lycée, qui étaient des élèves du lycée, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a accroché pour rester une vie? Rester une vie, je veux dire, si Vidal n'était pas parti... en laissant tout le monde sur le carreau, sans doute j'aurais eu une vie de cadre supérieur à la Société Générale beaucoup plus cool et plus machin. Mais après, comme tous les sports, le sport, c'est quelque chose d'intelligent, par essence. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des sports qui sont un peu bêtes, mais quand on regarde le rugby, et le foot, le basket, je veux dire, on peut regarder ça pendant des heures et des heures et des heures, tellement il y a d'intelligence autour de ces jeux.
Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on prend des gamins, on dit, ouais, il est complètement nul à l'école. Ah bon? Il connaît rien. Ah bon? Moi, je peux vous dire que vous prenez n'importe quel gamin qui vient à la salle omnisport ou qui se met sur un banc de Jean Moulin, quand il voit quelque chose, il sait si c'est beau ou si c'est pas beau. Et quand il sait que c'est beau, il sait que c'est beau. Parce que lui, il sait ce que c'est. Il voit le geste, il voit le truc. Et tous les gamins qui apprécient le sport, ça, ils le sentent naturellement. Alors, vous pouvez les promener dans un musée, ils en ont rien à foutre. Mais vous les emmenez regarder des sportifs, ils savent ce qui est beau. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pour ça que j'ai toujours un Jean Moulin. T'aimes aussi voir les gamins progresser? Oh, bah bien sûr, je veux dire, c'est toujours intéressant de voir un gamin qui a Petit aparté, 9 ans. parce que M. Dumorat, depuis 50 ans, drive chaque match qui commence de 13h30 à 18h. Chaque match, chaque joueur, chaque a son commentaire. Faux. Faux, parce que quand j'étais président, j'allais me promener et je n'y allais pas. Oui. Et c'est comme ça que j'ai raté Joseph Gomis. Parce que j'étais en déplacement et j'ai pas vu le premier match à Jean Moulin en poussin de Joseph Gomis. T'en as vu d'autres. Mais t'as toujours à cœur de corriger un dribble, de corriger une attitude, de lève la tête. Bah, lève la tête, regarde, donner des conseils à un gamin, c'est toujours intéressant. Quand on voit... Il est rare que je sorte de Jean Moulin sans avoir donné un conseil à un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans ou 12 ans. Bah, pourquoi t'as fait ça? C'est stupide, c'est idiot. T'es capable de faire autre chose. Hein? Lève la tête. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Une vie sur un banc. On va se permettre une pause musicale qui, a priori, devrait chatouiller vos esgourdes, mais aussi quelques souvenirs, Monsieur Dumorat. Ah bon? En parallèle, on aura quelques images de Monsieur Dumorat en short. On va essayer de trouver ça. Ouais, on va trouver des images qui vont bien. Pour les horreurs, c'est pas... Pour rappel, c'est Principe Actif et le 2-7 qui, ensemble, reçoivent Monsieur Dumorat. Et donc là, on s'écoute une pause musicale dédiée à sa personne. Et vous verrez en parallèle quelques images qui vont bien. Une petite Madeleine. On est en 85-86 et je suis dans la voiture de Monsieur le Président. Il était président et entraîneur. Je l'avais en cadet. Et il en avait marre de nos histoires à la noix. Et Jean-Louis nous a dit, bon, allez, maintenant, la cassette de Joe Jackson, Sunday Papers, vous allez me traduire cette chanson. Et on avait fait Évreux-Beaumont-le-Roger à traduire. À mettre pause, stop, rewind, tout tac, à fait. tac. Et voilà, on avait traduit cette chanson. Et c'était pour essayer expliquer la personnalité de Jean-Louis qui, même l'écoute d'un disque, doit t'amener à réfléchir ou à te cultiver, etc. Et il essayait de nous sortir nos histoires de gars et de filles. Voilà. Jean-Louis Dumorat. Oui, Jean-Louis Dumorat, toujours avec nous, voilà, qui a traversé des décennies autour de cette si belle discipline qu'est le basketball, que vous avez vu grandir, changer. Il y a une anecdote aussi sur les playgrounds, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des tournois d'organisés à Évreux. Beaucoup de gamins ont appris le basket sur les terrains extérieurs. D'ailleurs, il y a presque 2 cultures. Alors, un peu moins aujourd'hui peut-être, mais ça revient quand même partout en France, parce qu'il y a de plus en plus de cities avec même des décors magnifiques. Le basket revient très bien sur notre beau territoire. Mais Évreux, il n'y avait pas de terrain, et c'est suite à votre retour des États-Unis que vous en parlez au maire actuel? Oui, un jour... maire de l'époque, pardon. Oui. On discutait avec Plaisance de choses et d'autres comme ça, et je lui avais dit, mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème, ils ont des terrains dehors, ça coûte rien, et les gens, ils s'amusent, etc. Et ça l'avait intéressé, et après, il s'était dit que il pourrait répondre à la demande de jeunes en installant des playgrounds, comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Voilà. Donc tu avais une relation assez aisée avec le maire de l'époque? Oh, oui. C'était Monsieur Plaisance, puisqu'il était bien plus vieux que moi, et qui m'avait vu, il m'avait promené dans sa voiture quelquefois, ce qui n'était pas... C'était pas tout repos, et... Il conduisait pas bien. Et donc, non, j'avais un grand respect pour Monsieur Plaisance, mais il aimait tellement le basket, il aimait tellement la LM que, je veux dire... Et quand il promettait quelque chose, il tenait ses promesses. Années 80, tu prends la présidence du club. Le club, un coup monte en N2, un coup monte en N3, un coup remonte en N2.
Il descend en N3, tu voulais Oui, dire. pardon, il fallait l'ascenseur, tu as raison. Voilà. Ascenseur. Et puis, il y a l'aventure Pro B, Pro A. Qu'est-ce qui s'est passé? vous êtes président encore à l'époque? Ah ouais, Pro A. Ah ben jusqu'en moi, 2001. j'étais 20 ans président. Alors, ça a duré. Mais alors, Monsieur Salva, c'était qui? C'était un manager? Manager, C'était... oui. Ah, voilà. Voilà, il a été entraîneur, manager, etc. Et il a fait plein de choses, comme moi, quoi. Bon, et alors, l'aventure? L'aventure, comment voilà, se passe. Ça se joue à quoi, ouais? Oui, d'un club qui fait le yo-yo N2, N3, ce qui est Charenton, il y a tu vois, des équipes comme ça, ça existe. Hein. Et puis voilà. Ben, la plus grande difficulté à ce moment-là, c'est d'accompagner la croissance du basket français. Dans les années 80, dans les années 90, le basket français, enfin, évolue assez vite. Vous-même qui ne suivez pas, mais vous savez très bien que l'équipe de France de basket n'apparaît dans les classements que en 2000. En 2000, c'était à Sydney. Mhm. À Sydney, on dégote une médaille avec de Vincenzi, une médaille d'argent à Sydney. Bon. Avant, On était en groupe C. Avant, il y a des titres européens quand même non, pour les clubs. non, il y Mais a- pas pour l'équipe de Ah, France. Oui. Limoges, peut-être. Oui. Mais l'équipe de France, c'est inexistant. C'est inexistant. Je veux dire, des années 80, on va en 84 avec des joueurs que vous connaissez. Dubuisson. Hein, Dubuisson, Dacoury, Buisson, Los Angeles. Ouais. Monclar à Los Angeles, contre une équipe d'universitaires, parce qu'à l'époque, Oui, les Américains envoyaient les universitaires. ils ouais, ouais. envoyaient les universitaires, ils n'avaient pas le droit. On se prend 60 points dans la gueule. Attention, c'est la future équipe de 92 qui était sur le terrain. En universitaire. Ah, Jordan et compagnie. Il y qui avait étaient là. Jordan, il y avait Mullin. oui. Voilà. Ewing, oui, il y avait Ewing. Ewing, il y avait ça. 60 points dans la gueule. Bon, eh ben, 16 ans plus tard, on joue les yeux dans les yeux face à ces équipes-là. Donc, il y a eu une Ça veut dire énorme que avancée. dans ces 20 années, des années 80 et 90, le basket français évolue à une allure incroyable. Et la plus grande difficulté pour un président de club, c'est d'accompagner cette évolution sans se casser la figure financièrement, puis en faisant les bons choix, etc. C'est ça qui est le plus difficile. Et beaucoup de clubs ont disparu à ce moment-là, et beaucoup de clubs sont nés pendant cette période de 20 ans. L'accession en Pro A, ça reste un Graal. Ah, l'accession en Pro A, oui, c'est un Graal. Pour moi, le jour où on est monté en Pro A, c'était en 95. Oui, en 95. Oh, c'était une grande joie. Je me souviens comment... Encore à l'époque, on se souvenait des années 60, des années 70, etc., de tous les bénévoles, de tous les gens qui avaient participé dans ces années-là. Je me souviens, je les avais réunis avec Henri Appé. On avait fait une grande fête au Cadran. Le Cadran était tout neuf à l'époque. On avait dit, tiens, on va inviter tous les anciens. Ils étaient revenus, ils étaient contents comme tout, etc. Et c'était sympa, quoi. Ah ouais, c'était... Avec un Hall of Famer NBA, quand même, qui était dans l'équipe, Bruce Bowen. Bruce Bowen, ouais. Ouais. Ah bah, c'est lui qui nous a fait monter, quand même. Et c'est pas l'année Claude Williams, je... Ah non. Non, c'était après, hein, pardon. Non, c'est après. Non, des joueurs comme Bruce Bowen, qui étaient des joueurs qui n'étaient pas très cotés, qui avaient joué à Saint-Eau, qui jouaient à Saint-Eau l'année d'avant, etc. Bon, il était venu à Évreux, etc. Mais ce type-là, il marquait beaucoup de points. Mais je me souviens un jour, je suis fait, mais you can play defense. Why don't you play defense? Et le gars, il m'avait regardé, il m'avait fait un grand sourire, et puis il m'avait tourné le dos. Un an après, il allait à... Alors, il a fait une petite étape à Besançon et après il est parti en NBA. Il est parti en NBA, Très vite très vite. Et il Aux était- Spurs. Clippers, Aux Spurs. Et il a été Best Defensive Player pendant plusieurs saisons en NBA. Voilà. Pro A Évreux, ça se reverra ou pas? Oh, je pense pas que ça se puisse se revoir. Je veux dire, il faut accompagner. Le basket, c'est un. Maintenant, c'est plus un. C'est plus les patros. Il n'y a plus un sport de patros.
c'est un sport professionnel, et c'est un sport qui va se professionnaliser encore et encore davantage. Maintenant, il faut des structures pour accompagner et pour jouer au meilleur niveau. Des structures financières et des structures de salles, je dirais, il faut être sur un bassin de spectateurs qui soit suffisant. Qui soit suffisant. De partenaires potentiels aussi. Les partenaires, non, mais il faut avoir des projets économiques, etc. C'est plus pareil. On ne fait plus du basket maintenant comme on en faisait en 2000 et comme on en faisait en 1980. L'exemple d'Orthez et voilà. Orthez, Seillant qui quitte Orthez pour aller s'installer à Pau. Tu crois que je vais y arriver à Pau? Est-ce que j'ai pas fait une connerie à partir à Pau, etc. Me faisait Seillant. Non, t'es bien, t'as une grande salle. Il avait le maire de Pau qui lui faisait une grande salle. Lui, il hésitait parce que quitter la moutette, tout ça, ça l'embêtait. Bon, un temps, Pau, Limoges, au top du basket français. Pau, Limoges, sont-ils toujours au top du basket français? Et Antibes à l'époque aussi, qui est toujours en division. Puis Antibes, etc. Ouais. Mais on ne vit plus maintenant avec les recettes du passé. Maintenant, où sont les grands clubs? Les grands clubs seront à Villeurbanne, si Tony il gère bien son truc. Paris, voilà Paris. Monaco, Paris. Monaco. Enfin Paris, oui, c'est une bonne remarque Enfin Paris. Et Monaco, non. Parce que Monaco, ça tient avec quoi? Ça tient avec le pognon d'un mec. Mais on n'est plus dans le basket des gros par-dessus, comme on disait dans le monde du rugby il y a longtemps. Non, il faut des projets économiques. Et à Monaco, il n'y a pas de projet économique, si ce n'est le prince qui se dit « je vais avoir une belle équipe ». C'est pas un projet économique. Est-ce qu'il reste quand même de l'espoir quant à, par exemple, la formation de nos jeunes? Est-ce que vous croyez encore quand même à la révélation de... Alors oui, on a connu Joseph Gomis à Évreux, bien sûr, c'est souvent l'exemple qui ressort, mais on a connu David Lesmond et Tariq Abdoulouad, enfin Olivier Saint-Jean. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore imaginer des jeunes pépites qui pourraient aider le club plus tard? Est-ce que c'est plus possible ça aussi dans le sport business d'aujourd'hui? C'est plus du tout pareil. Olivier Saint-Jean arrive à Évreux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un centre de formation qui se montait à Évreux. Tariq Abdoulouad. Oui, j'ai dit les deux. Ouais. Il y avait un centre mais il n'y avait pas beaucoup de centres de formation en France. Maintenant, il y a des centres de formation partout. Ce qui explique le succès de l'équipe de France. Il faut penser que les centres de formation, c'est Didier Salva qui a participé à la définition des centres de formation à la Ligue nationale de basket. D'accord. En copiant ce qui se faisait au foot. D'accord? Quand au bout de 10 ans, les centres de formation ont eu 10 ans, que tous les clubs pros ont été dans l'obligation d'avoir des centres de formation, il en est sorti des joueurs. Et quand il sort des joueurs sortis de centres de formation, il y a beaucoup de bons joueurs. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit, tiens, il y a un Français qui est numéro 1 de la draft. Tiens, l'année d'après, il y a un deuxième Français. Quand Olivier Saint-Jean est parti aux États-Unis, c'était... Moi, je me souviens, j'avais passé des après-midi entières à discuter avec le président de la Fédé pour ne pas bloquer la draft d'Olivier Saint-Jean. Parce que c'était un événement exceptionnel dans le basket français. Mais maintenant, ça l'est plus. Le basket français a fait des progrès considérables, mais incroyables. Il y a même d'ailleurs hésitation pour certains jeunes d'aller soit en cursus universitaire américain, soit de continuer. Mais les centres de formation restent tout de même très bons, puisque beaucoup de jeunes vont jusqu'au bout. Et regardez ce qui arrive à Maxime Reynaud, qui est un joueur qui était en équipe de France de jeunes. C'était un type qui a une tête bien faite. Il était à Henri IV. Il fera carrière. Oui, mais il était à Henri IV et à Charenton. Il jouait à Charenton en U17, U18. Il était à Henri IV. Pour rentrer à Henri IV, quand on est en terminale, quand on est en première, seconde... et qu'on n'habite pas dans la rue. Et qu'on n'habite pas dans la rue, il faut avoir du chou. Il avait du chou. Bon, il est parti où? À Stanford. À Stanford, il a fait... Parcours complet, 4 ans. 4 ans. Mathématiques, il voulait faire astronome, lui. Bon, maintenant, il se dit, tiens, peut-être que je deviendrai pro, quoi. Ou un autre, tiens. Le fils à David Lesmond. Ouais, j'ai vu, là. Le fils à David Lesmond qui dit maintenant Harvard c'est bien,
Mais ma cinquième année, tiens, je vais peut-être aller trouver une équipe de basket. Bon, voilà. Ben, David, il n'était pas con quand il était... moi, j'ai connu son oncle, etc. Ben voilà, son fils, il rentre à Harvard, et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de la formation basket en France? Très longtemps, on nous a dit, dans les années fin 90-2000, on forme des physiques, on s'appuie, des gens qui montent au plafond, mais qui n'ont pas fond de jeu. Il semble que désormais, en France, on apprenne les espaces, on apprenne le tir, et que, je sais pas, les résultats en minime cadet sont encourageants depuis maintenant 10 ans, non? Bah, si la formation française, d'ailleurs comme au foot d'ailleurs, c'était l'époque où au foot, il y avait Aimé Jacquet qui disait à je ne sais plus qui, muscle ton jeu, muscle ton jeu. Robert. Pires. Ouais. Robert Pires, muscle ton jeu, etc. Bon, ça c'était la France sportive. Il fallait des athlètes. Le foot, le basket, c'était la même époque. Des athlètes, des athlètes, des athlètes. Et puis on s'aperçoit que, je dis, mais pourquoi tu regardes toujours du basket? Parce que c'est un sport intelligent. Pourquoi le foot? C'est un sport intelligent. Si on n'a que des muscles, on ne devient plus une vedette maintenant. Pour devenir une vedette, il faut autre chose que des muscles. Et donc, la formation suit et il faut des muscles. Mais aussi, il faut de la tête. Tony Parker, qui n'était pas très grand, pas très costaud. Oh, il était vite. Oui, mais bon. Ah, il était vite. Quels sont justement, puisque là on vient de citer Tony Parker, quels sont les joueurs qui te restent en mémoire ou que tu as rencontrés qui t'ont marqué humainement et basketbalement? Des gens évreux. Non, que tu as rencontrés Oui, dans votre carrière. de par tes Des joueurs que j'ai... Des joueurs. Après, homme Collet, il était dirigeant, comment? on parlera après. Ouais. Collet, il était comment? Tu l'as rencontré gamin? Ah, Vincent, oui, je l'ai connu gamin, je l'ai connu, etc. J'aurais même voulu en faire le coach de la Madeleine. Mais bien joué, pas de chance. Il y a Villeurbanne qui a levé le doigt avant moi. Et donc, j'ai pas eu à téléphoner à papa pour savoir, pour le contacter. Non, mais c'est typique de ces joueurs de l'avant des années 80, des années 90, qui avaient de la tête. Lui, il avait de la tête. Il n'avait pas des moyens physiques extraordinaires, mais il avait de la tête. Et la tête, ça sert. Par rapport à... Bon, mais moi, je l'ai connu comme joueur, connu comme entraîneur. Après, je le revoyais souvent au championnat d'Europe, etc. Parce que tu as suivi l'équipe de France un peu partout sur bah, la planète. Ah ben non, ça c'est depuis que je suis à la retraite. Ça. depuis que j'ai quitté la Société Générale, la première chose que j'ai faite quand j'ai pris ma retraite, c'est d'aller au Japon. Il y avait les championnats du monde au Japon en 2006. Et je me souviendrai toujours de la tête ébahie de Joseph. L'équipe de France jouait à Saitama. Et donc c'était une salle dans une grande ville japonaise, mais une salle qui était à moitié vide. Puis il y avait des matchs de classement, il y avait l'Argentine, il y avait etc., etc. Puis je m'étais mis au bord du terrain, j'étais accoudé là. Puis il y a Joseph qui arrive pour faire son échauffement. Il fait « Ah, Jean-Louis !» Il ne s'attendait pas à me voir au Japon. Voilà. Vous le faites toujours ça Ah ben oui, cet été je vais aller à Riga cet été. D'accord. Et j'espère avoir la même bonne surprise avec Anthony da Silva. Je lui dis, Anthony, si le Portugal se qualifie, parce qu'il n'ira pas en poule finale, mais il joue pour les qualifs. Déjà, ils sont, oui. Oui, mais il y a 4 pays qui organisent. Mais si le Portugal a le bonheur d'être à Riga pour les qualifs, j'ai dit, Anthony, j'irai te voir. Voilà. T'as quand même, je sais pas, quel joueur t'a marqué quand même sur ces 50 années Comme joueur? Ouais. Moi, je sais que grâce à toi, on était allé voir, avec tout un panel de joueurs de la LM, on était allé voir un tournoi de Paris en 90. Et il y avait la grande équipe de Yougoslavie. Le drame absolu, c'est que la Yougoslavie se soit effondrée et qu'elle n'a pas été à Barcelone. Et Drazen Petrovic, Kukoc, Pajpaj, Radja, Divac sur le terrain. J'avoue que ça m'avait semblé stratosphérique. Est-ce que toi, tu as des joueurs, des émotions? Ouais. Le plus grand joueur que j'ai vu de près, etc., c'est Kukoc, pleurant, assis sur le trottoir à Bercy.
sorti, ils ont perdu. Il y a Kukoc qui est assis sur le bord du trottoir et qui pleure. Je ne m'attendais pas à ce qu'un type comme ça qui partait en NBA, etc., soit marqué à ce point. Voilà. Des souvenirs comme ça. Et sur un parquet hébroïcien ou en match à l'extérieur, un joueur qui vous a marqué, soit par son talent ou parce que vous l'avez côtoyé, sa sympathie? Un joueur qui m'a marqué. Il y avait un joueur moi, que j'adorais énormément, c'était Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché. C'était le joueur d'une grande élégance, d'une grande efficacité. Il n'avait pas des moyens physiques exceptionnels, mais c'était. D'ailleurs, il a fait une carrière après qu'il a conduit en Espagne, etc. Malaga, etc. Quoi. Voilà. Et puis il est le père d'un premier drafté. Ouais, pas mal aussi. Zach. Tous les pères. Ouais, voilà. Dans ta vie, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'art. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'art? Est-ce que ça t'a nourri? Ah bah l'art, oui, si vous voulez, si vous n'avez rien à faire, allez au Louvre en ce moment. Il y a une petite exposition extraordinaire sur Cimabue. Et, c'est qui ça? C'est quoi ça? Cimabue, c'est le peintre toscan qui, à la fin du XIIIe siècle, a modifié, a créé l'art l'art de la peinture tel qu'on le connaît maintenant. Avant, il y avait la peinture qui datait de l'époque, depuis les Romains, les chrétiens avaient codifié toute la peinture, les icônes, etc. Bon. Et puis, Cimabue, à la fin des années du XIIIe siècle, il commence à faire évoluer ça. Et en l'espace de 15 ans, 20 ans, Cimabue, Duccio, Giotto, tous ces peintres-là modifient et créent le début de la peinture occidentale française. Et ils en profitent au Louvre. Ils avaient un très grand tableau qui a dû être récupéré à la Révolution, je ne sais pas comment, etc. Ils l'ont restauré. Et cette restauration est absolument merveilleuse. Et ils organisent une expo autour. Merci du bon plan. Une dernière question, parce qu'on a dépassé déjà de beaucoup. Le basket, l'art, c'est des formes d'expression qui donnent envie de découvrir le monde et de se dire que les gens sont bons partout dans le monde? Non, il y a beaucoup de conneries dans le monde et malheureusement, on le vit tous les jours. Mais ce qui est étonnant dans le monde, c'est de savoir qu'il y a des gens qui soient capables de faire des choses aussi horribles que celles que l'on voit, aussi sottes, aussi connes, aussi tout ce que l'on peut trouver comme adjectif dégradant, et des gens qui soient capables de faire des choses aussi belles, aussi intéressantes, aussi intelligentes. Voilà, c'est ça, l'être humain. Merci, M. Dumora. Merci, M. Dumora. Pas mieux. Voilà, on va pouvoir enlever le casque, je vous le garantis. On remercie aussi Buck Runner, amis auditeurs, auditrices, pour ce si beau générique et musique d'introduction et de complément. On vous salue, on vous remercie, on n'oublie pas que Principe Actif et le 2-7, ça s'est travaillé ensemble et que là on a eu le plaisir et le bonheur de recevoir Monsieur Dumora.